La question qu'on se pose tous depuis que cette guerre a commencé est celle de savoir est-ce que la Russie aide-t-elle militairement l'Iran? Parce que depuis que cette guerre a commencé, on voit une succession de frappes coordonnées de la part de l'Iran. C'est-à-dire, premièrement, l'Iran n'a pas manqué de saisir ou bien de sévir sur les bases américaines situées dans la zone du Moyen-Orient, c'est-à-dire du Golfe Persique. Ils ont d'abord attaqué toutes les bases américaines situées dans cette zone-là. Ils ont d'abord éteint ces bases. Après avoir éteint ces bases, l'Iran n'a cessé de frapper Israël à des points stratégiques. Et il faut préciser qu'après ça, l'Iran encore est allé jusqu'à s'attaquer, c'est-à-dire frapper directement les raffineries israéliennes, toujours dans la sous-région. Alors, la question qu'on se pose, comment est-ce que l'Iran peut-elle développer des infrastructures pouvant avoir des performances de ce calibre? Alors, cette question a été posée au ministre des Affaires étrangères de Russie, c'est-à-dire que c'est un très proche collaborateur de Russie. C'est pratiquement le deuxième homme le plus influent de la Russie. C'est-à-dire que c'est des gens que s'ils parlent, ça veut dire que Poutine a parlé. Et écoutez un peu ce qu'il va répondre à la journaliste. On revient tout à l'heure. Les services de renseignement américains disent que vous aidez les Iraniens à localiser les cibles, à localiser les bases américaines. Est-ce que c'est vrai? Et jusqu'où va votre soutien à l'Iran? Est-ce que la Russie livre des armes à l'Iran en ce moment, à l'heure où nous parlons? Est-ce que vous nous dites oui, on donne des armes pour se défendre? Vous savez, vous êtes une journaliste très douée parce que vous avez d'abord dit est-ce que c'est la vérité que nous aidons l'Iran et ensuite, sans attendre ma réponse, vous m'avez dit jusqu'à quelle mesure pourrait aller cette aide. Vous savez, le président Poutine a déjà commenté cette question. Son secrétaire, son porte-parole Dimitri Peskov a déjà prononcé sur ce sujet qui est maintenant remué dans les médias. On parle de ces renseignements que la Russie aurait présenté à l'Iran. Mais en fait, on a déjà dit qu'on avait des relations étroites avec l'Iran. Nous avons un accord sur la coopération militaire et technique. Nous avons livré à l'Iran certains articles à destination militaire, mais nous ne pouvons pas être d'accord avec cette accusation que nous aidons l'Iran nous transmettons les renseignements. Donc, vous avez parlé de l'emplacement des bases américaines. Les coordonnées des bases américaines dans les régions, c'est quelque chose qui n'est pas caché, c'est une information connue de tous, c'est une information ouverte. Et le fait que l'Iran attaque ces bases militaires, en fait, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Oui, nous avons prêté attention au fait que nos amis de ce Conseil de coopération du Golfe, au moment où c'était clair que la guerre se préparait, nos amis ils essayaient de persuader les États-Unis de ne pas se lancer dans cette aventure. Et ils ont dit qu'ils ne donneraient pas leur espace aérien pour effectuer ces attaques et qu'ils ne permettraient pas d'utiliser les bases américaines se trouvant sur le territoire pour attaquer l'Iran. Donc je pense que la personne qui connaît bien les affaires militaires comprenne très bien que ces bases américaines ont été bien sûr utilisées pour trouver des renseignements, pour recueillir des renseignements. Et le fait que ces bases sont maintenant attaquées de temps en temps, donc ce sont des conséquences de cette aventure qui a été lancée sans d'ailleurs sans aucune cause. D'ailleurs, il faut dire que les Américains ont évacué leurs militaires, le grand nombre de militaires de ces bases. Donc, ça témoigne du fait qu'ils étaient au courant de ce qu'il allait se passer et ainsi ils ont commencé cette agression. Moi, je me pose une question très simple. Si les États-Unis ont la possibilité d'aider Israël pour qu'Israël puisse attaquer l'Iran comme Israël est en train de le faire là, pourquoi est-ce que l'Iran aussi n'aurait pas la possibilité d'être soutenu par Moscou pour pouvoir riposter face à l'Iran? Parce que c'est une question très simple. Pourquoi est-ce que vous associez d'eux? Vous venez lutter contre moi seul, sachant que je suis faible. Vous vous êtes associés d'eux. Maintenant, moi aussi, je m'en vais demander de l'aide à quelqu'un pour vous combattre. Ça devient un problème. Parce que là, à ce moment, on est en train de lutter d'égal à égal. Et même jusque-là, voilà que la Russie ne s'est pas prononcée de manière claire dans cette histoire. Mais même jusque-là, les États-Unis et Israël ne parviennent pas à tenir le coup. Parce que depuis que cette guerre a commencé, vous vous souvenez, Trump avait dit que cette guerre, c'est seulement 2 jours, ça ne va pas faire une semaine. Mais là, nous sommes déjà pratiquement à 1 mois. Donc, et l'Iran continue de tenir le coup. Même si l'Iran a le soutien de ses alliés, peut-être chinois et russes, car
on retient ici là que la Russie est presque restée neutre. Parce que ce qui est sûr, si l'Iran, par exemple, est équipé militairement, forcément, l'Iran a fait appel aux Russes et peut-être aux Chinois et qui les ont aidés. Et nous savons tous que cette aide n'est pas gratuite, c'est forcément en échange. L'Iran a forcément payé les armes. Mais en soi, déjà le fait que Moscou accepte de vendre les armes, comme monsieur le ministre des Affaires étrangères a dit tout à l'heure, le fait que Moscou accepte de vendre les armes à l'Iran, c'est déjà une forme de soutien parce que Moscou pourrait décider de ne pas le vendre. Mais même jusque-là, deux grandes forces, à savoir les États-Unis et Israël, qui possèdent chacune l'arme nucléaire, n'ont pas toujours pu venir à bout d'Iran et n'ont pas toujours pu ouvrir le détroit d'Ormuz. Et l'Iran ne fait que menacer chaque jour Israël. Alors écoutez un peu ce que ces journalistes va dire. C'est là alors que vous allez comprendre un peu le cynisme de ces journalistes-là. C'est-à-dire, elle demande au monsieur, en tout cas je vous laisse écouter, écoutons, on continue. Sergueï Lavrov, cette guerre, est-ce une aubaine économique pour vous, pour la Russie? Vous pouvez vendre encore plus de pétrole aux pays asiatiques qui ne peuvent plus l'acheter aux Iraniens, et la flambée des prix, c'est aussi de l'argent, c'est aussi des milliards de dollars qui arrivent dans vos caisses économiquement pour la Russie. Cette guerre, n'est-ce pas une bonne affaire? Ça vous permet de combler vos déficits et aussi de financer l'offensive militaire en Ukraine, non? Вы знаете, мы никогда не Vous savez, начинаем каких-либо действий своих ради on того, чтобы n'agit отнять jamais что-то у pour кого-то. reprendre quelque chose И chez никогда quelqu'un, не et nous ne радуемся, réjouissons когда jamais войны du fait развязаны другими людьми, qu'il y ait des guerres qui sont déclenchées par d'autres приводят к États, изменениям et мировых рынков, nous ne nous réjouissons в pas результате qu'il y ait которых поднимаются цены на des différentes энергоносители и другие товары, situations которые difficiles sur le Российская marché Федерация mondial des поставляет hydrocarbures, et surtout quand il y a des Мы augmentations des prix que nous livrons notamment. всегда, En fait, независимо ни от indépendamment чего, de quoi que ce торговать, soit, вести nous allons экономические poursuivre nos activités отношения с commerciales et теми, nous allons кто в commercer этом avec ceux qui y заинтересован. est intéressé. Мы видим интерес Nous voyons que Соединенных les Штатов. États-Unis sont Конгресс intéressés Соединенных à Штатов, они le об faire, et этом d'ailleurs, les заявили, États-Unis есть l'ont déjà dit, официальное ils ont des documents выступление официальных лиц officiels, о том, leurs что они будут personnalités se sont стремиться prononcées к sur ce sujet. Ils ont доминированию dit на qu'ils мировых voulaient энергетических dominer рынках. sur les marchés Венесуэла — énergétiques. это уже Le прямой Venezuela, пример. Там c'est un говорили о exemple том, что tout à fait надо flagrant, убрать direct, режим de наркоторговцев. cette politique. В итоге Les все États-Unis окончилось тем, что parlaient de Соединенные la Штаты nécessité берут de под свой détruire контроль ce нефтяную régime. Et отрасль maintenant, ce qu'on voit, Венесуэлы. c'est que les То же États-Unis самое происходит contrôlent с maintenant le Ираном. domaine Президент énergétique de Трамп, ce pays. по сути дела, прямым текстом Donald сказал, Trump, что le он président хочет Trump a dit вместе с clairement Ираном qu'il voulait, контролировать avec Ормузский l'Iran, пролив, contrôler все le détroit поставки d'Ormuz et углеводородов, которые toutes les через этот livraisons пролив идут. qui sont effectuées à Северные travers ce потоки, détroit. которые взорвали Les Nord Stream украинские qui ont été диверсанты, explosés par очевидной les поддержки Ukrainiens, западных soutenus спецслужб, par les никто services не spéciaux осудил эту occidentaux. En акцию, fait, ни personne n'a Франция, condamné ни Германия, ces которые attaques, ni просто, la France, я ni считаю, l'Allemagne. позорно Je для pense que такой c'est страны, как honteux ФРГ, pour проглотила l'Allemagne de ne эту, pas avoir réagi в общем-то, à подрывную террористическую акцию cette против attaque своих terroriste коренных интересов. contre И ses Соединенные propres Штаты intérêts. сейчас тоже говорят, что мы Les хотим États-Unis disent северные потоки aujourd'hui забрать qu'ils себе. voudraient И reprendre если вы ces Nord Stream. посмотрите, ну, были введены Vous санкции savez против bien российских que компаний Lukoil «Лукойл» et и Rosneft ont «Роснефть». été frappés des Весь их sanctions, зарубежный et tout бизнес le milieu сейчас d'affaires, tout le business подвергается попытке рейдерского захвата. étranger, et maintenant Так что que не nous menons à мы l'étranger, on используем essaie свои de nous le действия reprendre. на международной арене En для fait, того, чтобы попытаться on извлечь ne veut pas незаконные utiliser nos actions выгоды. sur la scène Мы, тем internationale не pour менее, повторюсь atteindre раз, des objectifs при любой illégaux. экономической конъюнктуре Quelle всегда que soit la будем выполнять conjoncture, свои nous allons обязательства, honorer всегда nos будем obligations, nos иметь engagements, nous le ferons отношения toujours. с On aura партнерами, toujours des которые relations avec les руководствуются partenaires тем qui же sont guidés par les mêmes принципом, principes а не que как nous, Евросоюз, et non pas который par les взял principes и просто решил, что qui нужно sont, все qui sont контрактные и propres прочие à l'Union договоренности européenne, с et Российской qui Федерацией l'Union européenne a взять и décidé разорвать, de потому что ему déchirer так tous les захотелось, accords так qu'il avait захотелось autrefois avec и la Парижу, и Russie. C'était la Берлину, volonté, и, le souhait de конечно, Paris, de вашим Berlin, et bien друзьям в sûr vos amis прибалтийских dans les республиках, pays baltes, ну и в Польше, en как вы Pologne уверенно également. знаете. Et oui, je vais mentionner aussi la Pologne. Quand on dit l'hôpital se moque de la charité, c'est la dame Silla. Parce que comment comprendre que un pays, ou bien du moins l'Union européenne, qui n'a pas encore pu stabiliser, notamment la France, qui n'a pas encore atteint l'autosuffisance sur tous les points, vient poser la question à la Grande Russie. C'est-à-dire Grande Russie chez qui auparavant elle achetait le gaz, chez qui elle achetait le blé, chez qui elle achetait le pétrole. Parce qu'il faut préciser qu'auparavant, la Russie vendait tout ça aux Européens.
comment comprendre qu'un pays chez qui vous achetez tous ces produits, c'est-à-dire ils sont souverains depuis, et que malgré tout, vous vous êtes battu, vous avez sanctionné en disant on n'achète plus chez vous. Malgré le fait qu'on n'achetait plus chez eux, ils continuent à vivre. Aujourd'hui, par exemple, voilà les États-Unis qui ont décidé d'acheter le pétrole à la Russie, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'un pays comme la Russie qui est autosuffisant depuis, c'est-à-dire sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire, sur tous les plans, un pays comme la Russie qui est autosuffisant depuis Yabaya puisse avoir besoin de vendre les armes pour financer une guerre, une minable petite guerre? Parce qu'au concret, c'est l'Union européenne qui est en train de collecter l'argent dans ses poches pour financer la guerre en Ukraine. Ça, en fait, c'est l'inverse. La Russie, aujourd'hui, où elle en est de sa statue de leader mondial, n'a pas besoin, même si elle veut faire la guerre avec l'Ukraine, ça ne lui coûte pratiquement rien. Ça dit que c'est pas comme la Russie peut faire la guerre 10 ans avec l'Ukraine sans avoir de problème, sans que ça n'impacte réellement dans son économie, parce qu'elle a dépassé ce stade. La Russie commercialise un peu de tout. C'est pas en vendant les petites armes à l'Iran là que ça va permettre de faire quelque chose. Et ici, il faut même voir, si ce n'était pas que l'Union européenne appuyait beaucoup l'Ukraine, c'est que la Russie a récupéré l'Ukraine depuis, parce que Zelensky passe le temps à partir voir les Européens pour demander l'argent pour venir financer sa guerre. Est-ce que vous avez déjà vu la Russie faire un communiqué pour dire un jour qu'on a besoin d'argent? Au contraire, c'est la Russie qui passe le temps à ravitailler tout le monde. C'est-à-dire, les Français, les Européens sont terribles. Et vous allez voir qu'au milieu de tout ceci, ce qui m'intrigue, c'est quoi? C'est que voilà, M. Macron, au départ, quand cette guerre a commencé, quand la Russie a décidé d'attaquer l'Ukraine, Macron est parti voir son homologue américain. Ils ont commencé à mettre la Russie sous embargo, sanctionner la Russie à gauche, à droite et tout. Malgré tout ça, la Russie est restée calme. La Russie n'a rien dit, elle n'a pas de problème. Elle a fait comme si rien n'était. Elle a pu gérer toute sa situation. Voilà qu'aujourd'hui, avec la guerre qui se passe au Golfe Persique, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Les États-Unis ont compris que l'histoire s'y peut cuire sur eux. Parce que même chez eux, le prix à la pompe peut commencer à augmenter. Ils ont décidé d'acheter le pétrole en Russie. Maintenant, comme le monsieur a dit, auparavant, la Russie avait de très bons accords avec l'Union européenne. Et il faut préciser que l'Union européenne a décidé de se mêler dans la danse des Américains. Parce qu'il faut comprendre comment les Américains marchent. Les Américains sont là pour gâter. Parce que quoi? Si l'Union européenne maintient beaucoup les bonnes relations avec la Russie, ça met les États-Unis en danger, parce que les États-Unis veulent contrôler tout le monde. Or, maintenant, quand les États-Unis poussent l'Union européenne à casser ses relations avec la Russie, ça fait qu'à ce moment, l'Union européenne n'a pas d'autre choix que de se tourner impérativement vers Washington. Peu importe ce qui se passe. Ça veut dire que même si Washington aujourd'hui dit qu'ils ne veulent plus, l'Union européenne n'a pas le choix. Parce que casser avec quelqu'un là-bas, ce n'est pas la même chose que revenir encore lui dire après que ouais, grand, comme tu vois là, ça ne sera plus la même chose. Ça ne sera plus la même chose. Et là, l'Union européenne, par exemple, est coincée. Aujourd'hui, on est à 2 litres, on est à 2 litres, on est à 2,5 euros le litre d'essence en Europe, en France plus précisément. La France n'a pas la possibilité d'acheter le pétrole à la Russie. Or, ils sont très proches. C'est-à-dire que le nombre de temps que la Russie met pour livrer le pétrole à Cuba, on a ravitaillé la France au moins, on a ravitaillé l'Europe au moins 2 fois déjà. Mais l'Europe est prise entre deux feux. Elle ne peut pas se tourner vers la Russie parce que leur passé, du moins c'est tout ce qui s'est passé et comment ils ont passé le temps et comment les Européens ont passé le temps à se comporter avec les Russes, c'est assez délicat maintenant. En tout cas, on continue, écoutons encore, on continue. Donald Trump a dit au début de la guerre qu'il envisageait de lever les sanctions sur le pétrole russe. Est-ce qu'il a commencé à le faire? Vous savez, c'est un sujet très intéressant parce que les sanctions des États-Unis ainsi que les sanctions de l'Union européenne et de certains membres de l'Union européenne, aussi de la Grande-Bretagne, ce sont des sanctions qui sont complètement illégitimes. Nous ne respectons pas ces décisions. Nous ne pouvons pas comprendre et soutenir la position des États qui sont obligés à respecter ces restrictions complètement illégales, je le répète. Les États-Unis, en personne du ministre des Finances, du ministre de l'Énergie, disent qu'ils ont autorisé à la Fédération de Russie de vendre son pétrole qui se trouve dans les tankers, dans la mer. La Russie peut le faire pendant un mois, c'est notre attitude bienveillante. Mais en fait, il faut dire que
ce как двигатель pétrole так и et ces двигаются. tankers, ils effectuent И justement leur chemin. здесь мы не можем даже обсуждать On ne вопросы, peut которые pas касаются même снятия discuter de ces незаконных questions parce санкций. qu'il s'agit Они для нас не des sanctions существуют, так и illégitimes. для Ça наших n'existe pas pour nous, ainsi добросовестных, que ça n'existe pas добропорядочных pour nos партнеров. partenaires bien conscients et bien raisonnables. Attendez, dites-moi un peu. Attendez, dites-moi un peu. Trump, c'est qui pour venir euh, mettre des sanctions sur la Russie? Moi, c'est-à-dire, les journalistes français me font rire. Est-ce que vous avez vu depuis qu'on a passé le temps à sanctionner la Russie, entre guillemets, comme vous avez dit, est-ce que vous avez vu la Russie se prononcer? Est-ce que vous avez vu l'économie de la Russie a chuté? L'économie de la Russie ne peut pas chuter parce que la Russie a su qui avoir comme allié. Par exemple, quand toi, la Russie, tu as pour allié la Chine, par exemple. La Chine qui est aujourd'hui l'usine du monde. Quand on passe sur un échiquier mondial, qu'est-ce que l'Europe produit? L'Europe ne produit presque rien. L'Europe ne représente rien. La preuve est que tout ce qui est consommé, la plupart des produits consommés, par exemple, en Europe, proviennent de la Chine. Donc, quand moi, je suis ami avec celui qui te ravitaille tout ce que tu utilises chez toi, même si tu veux, tu me sanctionnes chez toi, moi, je m'en fous. C'est ce que ça veut dire. Je réexplique bien. Si la Chine est alliée avec la Russie, sachant que aujourd'hui, la Chine est considérée comme l'usine du monde. C'est-à-dire que la Chine est considérée comme cet empire-là qui peut fabriquer tout. Bon, si moi, Européen, je consomme les produits chinois et que toi, Russe, tu es ami avec le Chinois. Maintenant, si demain, toi, Européen, tu dis que tu me sanctionnes, moi, Russe, moi, j'ai quoi à profiter derrière toi? La preuve est que c'est vous qui dépendez de la Russie. L'Europe dépend de la Russie. Et le fait qu'à un moment donné, l'Europe a sanctionné la Russie, ça a vraiment impacté. Le fait que la Russie a décidé de se retirer, parce que le gaz, prenons l'exemple du gaz. Quand on parle d'hiver en Europe, nous savons tous que l'hiver, tu ne peux pas fonctionner s'il n'y a pas le gaz. Le gaz permet de faire presque tout, préparer, tout ça. Bon, quand on parle par exemple de blé, de farine de blé et tout ce qui va avec d'électricité, de pétrole. Voilà, par exemple, nous sommes dans une guerre comme celle-ci. La France, ou du moins l'Europe, ne peut pas se tourner vers la Russie parce que, compte tenu de leurs antécédents, c'est pas vraiment ça. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est pour ça que je vous ai dit, les Français sont... Je n'ai pas de problème avec les Français, mais sauf que dans leur façon de faire, tu as l'impression qu'ils insistent dans la bêtise. C'est-à-dire, ils savent bien qu'ils sont dans la bêtise, mais au lieu de se rendre compte et de se ressaisir, ils insistent dans la bêtise. En fait, continuons, écoutons. Sergueï Lavrov, on vous entend ce matin nous dire que les États-Unis et Israël violent le droit international en Iran. Ne pourrions-nous pas vous retourner la question en vous disant, est-ce que vous ne faites pas la même chose, la Russie, en Ukraine, violer le droit international? Quant au droit international, la violation de ce droit par les États-Unis et l'Iran, ce n'est pas moi qui vous le dis, mais c'est un fait qui n'est pas nié par personne, n'est pas nié par les autorités françaises ou autres dirigeants européens et sur d'autres continents, tout le monde comprend cela très bien. Et encore une fois, je le souligne, il y avait un processus des pourparlers au mois de juin, au mois de février, et ces frappes, sans déclaration de guerre, sans cause apparente, ces frappes ont été effectuées pendant les pourparlers et même à la veille d'un nouveau round de ces pourparlers. Oui, c'est quelque chose qui suscite des questions. On pose des questions par rapport au rôle que jouent les participants des pourparlers américains. Vous avez mentionné l'Ukraine, le droit international. Vous savez, je vais peut-être abuser un peu de votre temps. Je vais donner une réponse plus détaillée. Quand en 1991, est-ce que vous vous souvenez de ce temps, à l'époque de la chute de l'URSS, l'Ukraine a annoncé son indépendance à la base d'une déclaration spéciale. Et cette déclaration disait que l'Ukraine sera en État indépendant. Il n'y aura pas d'armes nucléaires, cet État serait neutre et cet État ne devrait pas être entraîné dans des blocs militaires. La même déclaration disait que l'État ukrainien en tant qu'État indépendant assurerait les droits de l'homme, y compris les droits des minorités nationales.
Il s'agissait des droits linguistiques, des droits religieux. Alors nous avons approuvé, reconnu l'indépendance de cette Ukraine et non pas l'indépendance, la souveraineté de l'Ukraine qui est présidée par les nazis. Et ces nazis d'ailleurs ont été amenés au pouvoir suite à un coup d'État en février 2014. Au lendemain matin où la France, la Pologne et l'Allemagne ont apposé leur signature sur l'accord entre l'opposition et le président de l'époque. Ces accords prévoyaient la création d'un état d'unité ainsi que la tenue des pourparlers. Et au lendemain matin, ces accords ont été foulés aux pieds. Ni Paris, ni Berlin, ni Varsovie n'ont rien dit. Ils n'ont pas élevé leur voix. Ils n'ont exigé de l'opposition de respecter ses obligations. Nous avons posé cette question aux Français et aux Allemands et leur réponse était la suivante. Vous savez, parfois, la démocratie prend des formes tout à fait inattendues. Ensuite, l'agression de Kiev contre ses propres citoyens a été lancée. Plus de 40 personnes ont été incendiées à Odessa. Il y a eu des bombardements des villes, le centre de Lugansk et d'autres localités. Cette guerre a commencé et le processus de Normandie a été lancé. C'était l'initiative du président Hollande, vous vous souvenez bien de lui, ainsi que de la chancelière Merkel, le président Poutine et le président Poroshenko y ont participé également à l'époque. Ce processus, ce format Normandie, s'est terminé par la signature en février 2015 des accords de Minsk et ces accords de Minsk ont été approuvés par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais un peu plus tard, Hollande et Merkel ont démissionné et ensemble avec le président Poroshenko, ils ont avoué qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de respecter ces accords de Minsk. Ils s'en fichaient des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils avaient besoin de plus de temps afin d'approvisionner le régime de Kiev, le régime néo-nazi en armes. Le caractère néo-nazi de ce régime est défini par une série de lois qui avaient été adoptées bien avant l'opération militaire spéciale, qui interdisait la langue russe partout, dans les écoles, dans le système d'éducation, dans le domaine culturel, dans les livres, dans les médias. On a aussi adopté une loi qui prohibait l'Église orthodoxe canonique ukrainienne. Vous avez posé cette question et je vous l'ai dit que la réponse va prendre plus de temps. Et quelle est la différence entre les situations en Iran et en Ukraine? La différence principale est suivante. La République islamique de l'Iran n'a jamais violé aucun engagement, ni sur le plan du programme nucléaire qui était adopté en 2015. En 2017, les États-Unis, lors du premier mandat présidentiel de Trump, ils ont violé leurs engagements. Mais l'Iran n'a jamais violé aucun engagement. En Ukraine, on a violé tout ce qui était proclamé. En décembre 2021, nous avons proposé de conclure des arrangements, des accords avec les États-Unis, avec l'OTAN, sur les garanties de la sécurité qui prévoyaient le caractère équilibré de la sécurité et de la stabilité, fondé sur l'équilibre des intérêts de l'Ukraine, de la Russie, de l'Occident. On nous a dit que ce n'est pas notre cause, ce n'est pas notre affaire. C'est pourquoi il est privé du sens de parler que nous n'avons pas mis en garde contre tout cela. Et les dirigeants européens ne pouvaient pas savoir que l'une des conséquences de tout cela serait la crise. Les politologues, les hommes politiques comprennent parfaitement, j'en suis sûr, quelle est la raison profonde de cette crise actuelle. Alors, méfiez-vous quand vous écoutez les médias de ces gens-ci, avec la manipulation. Je vais vous expliquer la différence entre les deux guerres, parce que la guerre en Ukraine n'est pas la même guerre qui se passe en Iran. Alors, la guerre en Iran, c'est quoi? La guerre en Iran, c'est que tu as d'un côté un État qui réclame sa souveraineté, qui dit « je veux être indépendant parce que j'ai la capacité d'être indépendant et je me suis préparé pour ». Tu as d'un côté un pays, Israël, qui a l'arme atomique et qui se dit « j'ai l'arme atomique,
Je ne peux pas accepter que dans la région du Moyen-Orient, puisque je peux soumettre facilement les autres pays à ma domination parce que j'ai l'arme atomique, puisque je peux les soumettre, je ne peux pas accepter que toi aussi tu viennes avoir l'arme atomique. Parce que c'est un peu comme l'Israël veut être leader dans le Moyen-Orient en termes d'armes atomiques. Or, l'Iran aussi, si l'Iran a l'arme atomique, ce qui va se passer à ce moment est très simple, c'est que ça va créer ça va créer deux clans. C'est-à-dire un clan de certains pays qui vont se ranger derrière l'Iran parce qu'ils vont dire, oh, oh, nous on ne va pas se cacher derrière celui-ci parce qu'il a l'arme atomique, il peut nous protéger. Donc ça, c'est les gens, certains pays vont aller se cacher derrière l'Iran en disant ça. Tu auras d'autres qui vont aller rester derrière Israël. Or, Israël veut être le seul pays à pouvoir contrôler le Moyen-Orient, à pouvoir menacer tout le monde dans cette zone du Moyen-Orient. Or, c'est pour ça alors que quand Israël se rend compte que l'Iran est en train de travailler sur la bombe atomique, Israël dit jamais, je ne peux pas accepter qu'un autre vienne dans la zone si avoir l'arme atomique pour commencer à me faire concurrence. Parce que là, ça fait qu'Israël ne peut plus se placer n'importe comment pour parler à l'Iran. Israël, pour parler à l'Iran maintenant, c'est que tu as l'arme, j'ai l'arme. Donc, tu peux attaquer, je peux attaquer. Ça devient maintenant le respect obligé de s'établir. Or, Israël ne veut pas. Maintenant, ce qui concerne l'Ukraine, c'est quoi? En Ukraine, il faut préciser qu'avant l'indépendance de l'Ukraine, l'Ukraine était d'abord sous tutelle de la Russie, de la Grande Russie, de l'ex-URSS. Vous comprenez un peu? Et maintenant, comme le monsieur a expliqué, c'est quoi? C'est que l'Ukraine était un État tampon entre l'Europe et la Russie. C'est-à-dire l'Ukraine était une zone où là-bas, il n'y a pas de guerre. L'Ukraine est inféodée. C'est vrai que l'Ukraine est indépendante, mais entre guillemets, inféodée à la Russie. C'est-à-dire là-bas, il n'y a pas d'armes nucléaires, il n'y a pas d'offensive militaire, il n'y a rien. L'URSS a dit à l'Ukraine, si tu veux être indépendant, je ne veux pas que tu marches dans les choses des Français. Tu restes là, tu es neutre dans tout ce qui se passe. Tu vas parler notre langue, à savoir le russe. Tu vas dans les écoles, on va enseigner notre programme, tout. Tu seras indépendant, tu peux faire comme tu veux. Si tu veux, tu peux manquer dans l'Union européenne. Ça dépend de toi. Mais sauf qu'il n'y a pas d'offensive militaire qui va être faite sur ton sol. Quand on parle d'offensive militaire, on parle de l'OTAN. Alors maintenant, les années passent, l'Ukraine se dit, aujourd'hui, je suis avec les Français, je marche déjà avec eux. C'est-à-dire, j'ai appris la grosse tête. Et tu as d'un côté l'URSS, c'est-à-dire la Russie, qui dit que je t'avais prévenu que je ne veux pas que tu commences à marcher avec les gens là, tu commences à faire comme si tu crois que tu es comme eux. Parce que tu es toujours inféodé à moi. Ça, c'est la différence. Tu es toujours inféodé à moi. L'Ukraine dit non, j'ai compris. Mais sauf que l'Ukraine maintenant se retrouve parce que quand l'OTAN vient déjà pour installer ses bases militaires en Ukraine, parce que la Russie ayant laissé cette zone tampon-là, c'est pour être mieux au courant de ce qui se passe à l'est de ce. Donc, c'est pour mieux voir. Maintenant, si l'OTAN, au moins passant par l'Ukraine, vient installer ses bases militaires en Ukraine, c'est encore plus pour contrôler la Russie. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire s'il y a un problème, un missile qui tend de l'Ukraine a plus de chances d'arriver facilement en Russie ou bien a moins de chances d'être intercepté s'il y a un conflit généralisé. Un missile qui tend de l'Ukraine a plus de chances d'arriver facilement en Russie l'Ukraine en acceptant de participer à l'OTAN et en venant mettre des bases militaires. C'est une façon pour les Français, parce que l'OTAN, c'est des Français qui ont créé pour se protéger et tout, bref, tout le travail là. Donc c'est une façon de mettre la pression à Poutine. Et Poutine dit non, il ne peut pas accepter que vous faites vos choses là chez vous. L'Ukraine là a été indépendant parce que moi j'ai accepté. Et comme j'ai accepté qu'il soit indépendant, s'il ne veut pas marcher comme je dis, je reprends tout mon territoire et ça recommence à être inféodé à la Russie. Donc c'est deux guerres carrément asymétriques. C'est-à-dire les conditions de l'Ukraine pour être indépendant, c'était d'abord que tu restes un État neutre, pas d'offensive militaire, tu es inféodé à la Russie. Même si tu es avec l'Union européenne, il n'y a pas de problème. Mais tant que tu n'es pas dans les choses d'OTAN, là, ça ne dérange pas. Donc vous voyez que c'est deux paradigmes différents que cette femme est en train de vouloir, quand elle est en train de vouloir mélanger. Alors, je ne vais pas être plus long que ça. Cette vidéo vous a intéressé, que vous en avez appris beaucoup. Dites ce que vous pensez en commentaire. On va vous lire. À très bientôt. Ciao, ciao.